Plus belle que fée. Un conte de Madame d'Aulnoy. Il y avait une fois dans l'Europe un roi qui, ayant eu déjà quelques enfants d'une princesse qu'il avait épousée, eut envie de voyager et d'aller d'un bout à l'autre de son royaume. Il s'arrêtait agréablement de province en province, et comme il fut dans un beau château qui était à l'extrémité de ses états, la reine sa femme y accoucha et donna la vie à une fille qui parut si prodigieusement belle au moment de sa naissance que les courtisans, soit pour sa beauté ou par envie de faire leur cour, la nommèrent plus belle que fée. L'avenir fit bien voir qu'elle méritait un nom si illustre. À peine la reine fut-elle relevée de couche qu'il fallut qu'elle suivît le roi son mari qui partit en diligence pour aller défendre une province éloignée que ses ennemis attaquaient. On laissa la petite plus belle que fée avec sa gouvernante et les dames qui lui étaient nécessaires. On l'éleva avec beaucoup de soin, et comme son père eut à soutenir une longue et cruelle guerre, elle eut le loisir de croître et d'embellir. Sa beauté se rendit fameuse par tous les pays circonvoisins. On ne parlait d'autre chose, et à 12 ans, on l'eut plutôt prise pour une divinité que pour une personne mortelle. Un frère qu'elle avait vint la voir pendant une trêve et se lia avec elle d'une parfaite amitié. Cependant, la renommée de sa beauté et le nom qu'elle portait irritèrent tellement les fées contre elle qu'il n'y eut rien qu'elles ne pensassent pour se venger de l'orgueil de son nom et pour détruire une beauté qui leur causait tant de jalousie. La reine des fées n'était pas une de ces bonnes fées qui sont les protectrices de la vertu et qui se plaisent à faire le bien. Après le cours de plusieurs siècles, qu'elle était parvenue à la royauté par son grand savoir et par son artifice, le nombre de ses ans l'avait rendue fort petite, et on ne l'appelait plus que Naboth. Naboth assembla donc son conseil et lui fit savoir qu'elle avait résolu de venger tant de belles personnes qu'elle avait dans sa cour, et toutes celles qui étaient par toute la terre, qu'elle voulait s'absenter et aller elle-même voir et ravir cette beauté qui faisait un bruit si désavantageux à leur charme. Ainsi fut dit, ainsi fut fait. Elle partit et, prenant des vêtements simples, elle se transporta au château qui renfermait cette merveille. Elle s'y rendit bientôt familière et engagea par son esprit les dames de la princesse à la recevoir parmi elles. Mais Naboth fut frappée d'un grand étonnement quand, après avoir considéré le château, elle reconnut, par la force de son art, qu'un grand magicien l'avait construit, et qu'il y avait attaché telle vertu que, de toute son enceinte et de ses promenades, on n'en pouvait sortir que volontairement, et qu'il n'était pas possible de se servir d'aucune sorte de charme contre les personnes qui l'habitaient. Ce n'était pas un secret ignoré de la gouvernante de Plus belle que fée qui, connaissant bien le trésor sans prix qui était confié à ses soins, vivait pourtant sans crainte, sachant que personne au monde ne pouvait lui ôter cette jeune princesse, tant qu'elle ne sortirait pas du château ni des jardins. Elle lui avait défendu expressément de le faire, et Plus belle que fée, qui avait déjà beaucoup de prudence, n'avait garde de manquer à cette précaution. 1000 amants qu'elle avait tentaient des efforts inutiles pour l'enlever, mais vivant assurée, elle ne redoutait point leur violence. Il ne fallut pas beaucoup de temps à Naboth pour s'insinuer dans ses bonnes grâces. Elle lui apprenait à faire de beaux ouvrages, et pendant un travail qu'elle rendait divertissant, elle lui faisait des historiettes agréables et n'oubliait rien pour la divertir. Et elle lui plaisait si naturellement qu'on ne les voyait plus l'une sans l'autre.
Naboth, dans tous ses soins, n'était pas moins occupée de sa vengeance. Elle cherchait le moyen de séduire Plus belle que Fée, et de l'obliger, par finesse, à mettre seulement le pied hors du seuil des portes du château. Elle était toujours préparée à faire son coup et à l'enlever. Un jour qu'elle l'avait menée dans le jardin, où de jeunes filles, après avoir cueilli des fleurs, en ornaient la Plus belle que Fée, Naboth ouvrit une grande porte qui donnait sur la campagne, et l'ayant passée, elle faisait 100 singeries qui faisaient rire la princesse et la jeune troupe qui l'environnait. Quand tout à coup, la méchante Naboth fit semblant de se trouver mal, et le moment d'après, elle se laissa tomber comme évanouie. Quelques jeunes filles coururent à son secours. Plus belle que Fée y vola, et à peine la malheureuse fut-elle hors de cette fatale porte que Naboth se releva, la saisit d'un bras puissant, et faisant un cercle avec sa baguette, il se forma un brouillard épais et noir, qui s'étant aussitôt dissipé, la terre s'ouvrit. Il en sortit 2 taupes avec des ailes de feuilles de rose qui traînaient un char d'ébène, et se mettant dedans avec Plus belle que Fée, elle s'éleva en l'air et le fendit avec une vitesse incroyable, se perdant incontinent aux yeux des jeunes filles qui, par tous leurs pleurs et leurs cris, annoncèrent bientôt dans tout le château la perte qu'on venait de faire. Plus belle que Fée ne revint de son étonnement que pour tomber dans un plus épouvantable. La rapidité avec laquelle ce char volait en l'air l'avait tellement étourdie qu'elle en avait presque perdu la connaissance. Enfin, reprenant ses esprits, elle baissa les yeux. Qu'elle fut effrayée de ne trouver au-dessous d'elle que l'étendue prodigieuse de la vaste mer. Elle fit un cri perçant, se tourna, et voyant près d'elle sa chère Naboth, elle l'embrassa tendrement, et la tenait serrée entre ses bras, comme on a coutume de le faire pour se rassurer. Mais la Fée, la repoussant rudement, « Retirez-vous, petit effronté !» lui dit-elle. « Reconnaissez en moi votre mortel ennemi. Je suis la reine des fées. Vous m'allez payer l'insolence du nom orgueilleux que vous portez. » Plus belle que Fée, plus tremblante à ces paroles que si la foudre fût tombée à ses pieds, en eut plus de frayeur encore que de l'horrible route qu'elle tenait. Le char fondit enfin au milieu de la cour magnifique du plus superbe palais qui se soit jamais vu. L'aspect d'un si beau lieu rassurait un peu la timide princesse, surtout quand, à la sortie de ce char, elle vit 100 jeunes beautés qui vinrent toutes courtoisement faire la révérence à la Fée. Un si riant séjour ne semblait pas lui annoncer d'infortune. Elle eut même une consolation qui ne manque guère de flatter dans un aussi grand malheur que le sien. Elle remarqua que toutes ces belles personnes étaient frappées d'admiration en la regardant, et elle entendit un murmure confus de louange et d'envie qui la satisfit merveilleusement. Mais que ce petit moment de vanité dura peu. Naboth ordonna impérieusement qu'on ôtât les beaux habits de Plus belle que Fée, croyant lui dérober une partie de ses charmes. On la dépouilla donc, mais la fureur de Naboth n'eut par là que plus à croître. Que de beautés parurent au jour, et que de confusion pour toutes les fées du monde. On la vêtit de méchants haillons. On eût dit, dans cet état, que la beauté simple et naïve voulait triompher de la sorte sur l'étalage des plus grands ornements. Jamais elle ne fut plus charmante. Naboth commanda qu'on la conduisît au lieu qu'elle avait ordonné, et qu'on lui donnât sa tâche. 2 fées la prirent, et la firent passer par les plus beaux et les plus somptueux appartements que l'on saurait jamais voir. Plus belle que Fée les considérait, malgré la vue de sa misère. Elle disait en elle-même « Quelque tourment qu'on me prépare, le cœur me dit que je ne serai pas toujours malheureuse dans ces beaux lieux. » On la fit descendre par un grand escalier de marbre noir, qui avait plus de 1000 marches. Elle crut aller aux abîmes de la terre, ou plutôt qu'on la conduisait aux enfers. Enfin,
elle entra dans un petit cabinet tout lambrisé d'ébène, où on lui dit qu'elle coucherait sur un peu de paille, et il y avait une once de pain et une tasse d'eau pour son souper. De là, on la fit passer dans une grande galerie dont les murailles de haut en bas étaient de marbre noir, et qui ne recevait de clarté que par celle qui venait de 5 lampes de jet, qui jetaient une lueur sombre, capable plutôt d'épouvanter que de rassurer. Ces tristes murailles étaient tapissées de toiles d'araignée, depuis le haut jusqu'en bas, dont la fatalité était telle que plus on en ôtait, et plus elles se multipliaient. Les 2 fées dirent à la princesse qu'il fallait que cette galerie fût nettoyée au point du jour, ou bien qu'on lui ferait souffrir des supplices effroyables. Et posant une échelle à 2 mains, et lui donnant un balai de jonc, elles lui dirent de travailler, et la laissèrent. Plus belle que Fée soupira, et ne sachant point le sort de ces toiles d'araignée, quoique la galerie fût fort grande, elle se résolut avec courage d'obéir. Elle prit son balai et monta légèrement sur l'échelle. Mais, ô Dieu, quelle fut sa surprise lorsque, pensant nettoyer ce marbre et ôter ces toiles d'araignée, elle trouva qu'elle ne faisait qu'augmenter. Elle se lassa quelque temps, et voyant avec tristesse que c'était vainement, elle jeta son balai, descendit, et s'asseyant sur le dernier échelon de l'échelle, elle se mit tendrement à pleurer et à connaître tout son malheur. Ses sanglots se précipitaient si fort les uns sur les autres qu'elle n'avait plus la force de soutenir son beau corps, quand, levant un peu la tête, ses yeux furent frappés d'une vive lumière. Toute la galerie fut un instant éclairée, et elle vit à genoux devant elle un jeune garçon si beau et si agréable qu'à l'habillement près, elle le prit pour l'amour. Mais elle se souvint qu'on peignait l'amour tout nu, et ce beau garçon avait un habit tout couvert de pierreries. Elle douta aussi si toute cette lumière ne partait pas du feu de ses yeux, qu'elle voyait si beaux et si brillants. Ce jeune homme la considérait toujours à genoux. Elle s'y voulait mettre aussi. « Qui êtes-vous » lui dit-elle tout étonnée. « Êtes-vous un dieu ? Êtes-vous l'amour » ? « Je ne suis pas un dieu, lui répondit-il, mais j'ai plus d'amour moi seul qu'il n'y en a dans le ciel et sur la terre. Je suis Phraat, le fils de la reine des fées, qui vous aime et qui veut vous secourir. » Alors, prenant le balai qu'elle avait jeté, il toucha toutes les toiles d'araignée qui devinrent aussitôt un tissu d'or d'un ouvrage merveilleux. Le feu des lampes demeura vif et lumineux. Et Phraat, donnant une clé d'or à la princesse, « Vous trouverez une serrure, lui dit-il, au grand carré de votre cellule. Ouvrez-la tout doucement. Adieu, je me retire, de peur de me rendre suspect. Allez vous reposer, vous trouverez tout ce qui vous est nécessaire. » Et mettant un genou à terre, il lui baisa respectueusement la main. Plus belle que Fée, plus étonnée de cette rencontre que tout ce qui lui était arrivé dans la journée, rentra dans la petite chambre. Et cherchant à trouver cette serrure dont il lui avait parlé, et s'approchant du lambris, elle entendit une voix la plus aimable du monde, qui semblait se plaindre avec douleur. Elle crut que c'était quelque misérable comme elle qu'on voulait tourmenter. Elle prêta curieusement l'oreille. « Hélas, que ferai-je » disait cette voix. « On veut que je change les glands qui sont dans ce boisseau en perles orientales. » Plus belle que Fée, moins surprise qu'elle ne l'aurait été 2 heures auparavant, frappa 2 ou 3 petits coups contre les ais et dit assez haut : « Si l'on donne des peines ici, il s'y fait en même temps des miracles. Espérez, mais contez-moi, je vous prie, qui vous êtes. Je vous dirai qui je suis. » « Il m'est plus doux de vous satisfaire, reprit l'autre personne, que de continuer mon emploi. Je suis fille de roi. On dit que je naquis charmante. Les fées n'assistèrent point à ma naissance. Vous savez qu'elles sont cruelles à ceux dont elles n'ont pas pris la protection en naissant. Ah, je le sais trop, reprit Plus belle que Fée. Je suis belle comme vous, fille de roi, et malheureuse,
parce que je suis aimable sans le secours de leurs dons. »« Nous voilà donc compagnes, reprit l'autre. Mais êtes-vous amoureuse ?»« Il ne s'en faut guère, dit assez bas Plus belle que Fée. Continuez, reprit-elle tout haut, et ne me questionnez plus. »« Je fus estimée, poursuivit l'autre, la plus charmante chose qu'il y ait jamais eue, et tout le monde m'aima et me voulut posséder. On m'appelle Désir. Toutes les volontés m'étaient soumises, et j'avais place dans tous les cœurs. Un jeune prince, plus rempli que moi qu'aucun autre, s'attacha uniquement à moi. Je le comblais d'espérance et de satisfaction. Nous allions nous unir pour toujours l'un à l'autre, quand les fées, jalouses de me voir la passion universelle et ne pouvant souffrir les agréments qu'elles n'ont pas donnés, m'enlevèrent un jour au milieu de ma gloire et m'ont mise ici dans un vilain lieu. Elles m'ont dit qu'elles m'étoufferaient demain matin si je n'ai pas exécuté un ordre ridicule qu'elles m'ont imposé. Dites-moi présentement qui vous êtes. Je vous ai tout dit, reprit Plus belle que Fée, à mon nom près. Je m'appelle Plus belle que Fée. Vous devez donc être bien belle, reprit la princesse Désir. J'ai grande envie de vous voir. J'en ai bien autant de mon côté, répartit Plus belle que Fée. Y a-t-il une porte qui donne ici? Car j'ai une petite clé qui, peut-être, ne vous serait pas inutile. Lors, cherchant, elle en trouva une, qu'elle pouvait effectivement ouvrir. Elle la poussa, et paraissant tout d'un coup, elles se surprirent beaucoup l'une et l'autre par la beauté merveilleuse qu'elles avaient toutes deux. Après s'être fort embrassées et s'être dit bien des choses obligeantes, Plus belle que Fée se mit à rire de voir que la princesse Désir frottait continuellement ses glands avec une petite pierre blanche, comme on lui avait ordonné. Elle lui conta la tâche qu'on lui avait donnée à faire, et comme je ne sais quoi de si aimable l'avait assistée miraculeusement. « Mais qui peut être ?» lui dit la princesse Désir. « Je crois que c'est un homme, » reprit Plus belle que Fée. « Un homme !» s'écria Désir. « Vous rougissez, vous l'aimez ?»« Non, pas encore, » reprit-elle, « mais il m'a dit qu'il m'aime, et s'il m'aime, comme il le dit, il vous assistera. » À peine eut-elle proféré ces paroles que le boisseau frémit, et agitant ses glands, comme le chêne sur lequel ils avaient été cueillis aurait pu faire, ils se changèrent tout d'un coup dans les plus belles perles en poire, et de la première eau. Ce fut une de celles-là dont la reine Cléopâtre fit un si riche banquet à Marc-Antoine. Les deux princesses furent très contentes de ce changement, et Plus belle que Fée, qui commençait à s'accoutumer au prodige, prenant Désir par la main, repassa dans sa chambre, et trouvant le carré où était la serrure dont on lui avait parlé, elle l'ouvrit avec la clé d'or et entra dans une chambre dont la magnificence la surprit et la toucha, parce qu'elle y vit partout des soins de son amant. Elle était jonchée de belles fleurs, elle exhalait un parfum divin. Il y avait à un des bouts de cette charmante chambre une table couverte de tout ce qui pouvait contenter la délicatesse du goût, et 2 fontaines de liqueur qui coulaient dans des bassins de porphyre. Les jeunes princesses s'assirent dans 2 chaises d'ivoire enrichies d'émeraude. Elles mangèrent avec appétit, et quand elles eurent soupé, la table disparut, et il s'éleva à la place où elle était un bain délicieux, où elles se mirent toutes deux. À 6 pas de là, on voyait une superbe toilette et de grandes mannes d'or trait, toutes pleines de linge d'une propreté à donner envie de s'en servir. Un lit, d'une forme singulière et d'une richesse extraordinaire, terminait cette merveilleuse chambre qui était bordée d'orangers dans des caisses d'or garnies de rubis. Et des colonnes de cornaline soutenaient tout autour la voûte somptueuse de cette chambre. Elle n'était séparée que par de grandes glaces de cristal qui prenaient depuis le bas jusqu'en haut. Quelques consoles de matière rare portaient des vases de pierreries pleins de toutes sortes de fleurs.
La princesse Désir admirait la fortune de sa compagne, et se tournant vers elle, « Votre amant est galant, lui dit-elle. Il peut beaucoup, et il veut tout pouvoir pour vous. Votre bonheur n'est pas commun. » Une pendule, sonnant minuit, leur fit entendre à chaque heure le nom de Phraate, plus belle que fée rougie, et se jeta dans son lit. Elle crut prendre un repos, qui fut troublé par l'image de Phraate. Le lendemain, il y eut un grand étonnement dans la cour des fées de voir la galerie si richement parée et les belles perles à plein boisseau. Elles avaient cru punir les jeunes princesses, leur cruauté fut déconcertée. Elles les trouvèrent retirées chacune dans sa petite chambre. Agitant de nouveau leurs conseils pour leur donner des emplois où elles les vissent succomber, elles dirent à Désir d'aller sur le bord de la mer écrire sur le sable avec ordre express que ce qu'elle y mettrait ne s'effaçât jamais, et commandèrent à Plus belle que Fée de se rendre au pied du mont Aventureux, de voler en haut et de leur apporter un vase plein d'eau de vie immortelle. Pour cet effet, elles lui donnèrent des plumes et de la cire, afin que, se faisant des ailes, elle se perdît comme un autre Icare. Désir et Plus belle que Fée se regardèrent à cet affreux commandement, et s'embrassant tendrement, elles se quittèrent, comme en se disant le dernier adieu. On en conduisit une près du rivage et l'autre au pied du mont Aventureux.